sur la première marche du podium. Bonsoir. Alors, j'espère que vous m'entendez. Je m'appelle Laura, je suis l'attachée culturelle à l'Institut et je remplace ce soir au pied levé ma collègue Roselyne Derry, qui a eu la bonne idée de cette rencontre et qui a malheureusement attrapé le Covid, ce qui habilement m'amène à vous demander s'il vous plaît de porter un masque face à la recrudescence des cas Covid. On s'en portera tous mieux. Je suis très contente d'animer la rencontre ce soir. Alors nous prenons un exemple. Merci d'abord Berthe et merci Frédéric d'être venus ce soir de Jérusalem jusqu'à Tel Aviv pour nous présenter Nous n'avons jamais été des enfants que vous avez écrit à 4 mains. Je suis très heureuse et honorée de vous recevoir à l'Institut français. Je vais juste assurer un petit rôle de modération et évidemment le but de la soirée c'est de vous écouter Berthe et vous aussi Frédéric sur l'écriture du livre. Je commence par juste une petite biographie. Berthe, vous êtes née en France en 1932. Pendant la guerre, vous êtes cachée en Savoie. Et on va évidemment bien parler de tout ça plus longuement. Vous êtes ensuite rentrée à Lyon, où vous avez rencontré et épousé votre mari qui était israélien en 1951. Vous avez déménagé en Israël à Jérusalem en 1956. Et vous travaillez comme guide depuis 25 ans au mémorial de Yad Vashem. Frédéric, vous êtes le correspondant permanent de Radio France à Jérusalem depuis septembre 2019. Vous couvrez l'actualité en Israël, Palestine, Égypte et Jordanie. Vous êtes éditorialiste, grand reporter. Ce soir, on va parler de beaucoup de choses, de vous en particulier, Berthe. Mais ce livre qui est sorti donc, en octobre 2021, comme vous me disiez, j'ai l'impression que c'est surtout et avant tout l'histoire d'une rencontre entre vous deux. Frédéric, vous écrivez dans la préface de l'ouvrage, et c'est la première phase du livre, la première fois que j'ai eu le privilège de rencontrer Berthe, elle se tenait debout dans le grand hall d'entrée de Yad Vashem, et plus loin vous écrivez, Berthe a tout de même pris le temps de s'asseoir avec moi pour me raconter cette incroyable vie commencée il y a presque 90 ans. Et ensuite on a l'impression, on comprend de la préface du livre, que Berthe, au début, vous étiez peut-être pas si convaincu que ça à l'idée d'écrire cette autobiographie à 4 mains. Donc ma première question, elle est pour vous deux, peut-être d'abord Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette rencontre? Parce que le hall de Yad Vashem est grand, donc je me demande comment vous êtes rencontrés, comment vous en êtes venu à proposer cette idée de projet à Berthe. Et ensuite, Berthe, peut-être, quelles étaient vos réticences et comment Frédéric a réussi à vous convaincre? Et est-ce que vous aviez déjà pensé à écrire l'histoire de votre vie? Je vous laisse commencer, Frédéric. Très bien, merci beaucoup pour votre accueil, merci à tous d'être là, pour venir nous écouter, mais on est surtout là pour écouter Berthe. C'est sa vie, c'est son livre, moi je ne suis que le messager. Alors comment notre rencontre s'est déroulée? Ça a commencé en janvier 2021. Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde entier étaient attendus à Yad Vashem pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. 20, avant le Covid. Janvier 2020. Le temps passe vite. Donc, avant de faire une couverture, on va dire institutionnelle et politique des événements, je voulais, pour France Inter, donc qui est l'une des radios du groupe Radio France où je travaille, donc France Inter, France Culture, France Info, je voulais essayer d'avoir une histoire incarnée de la Shoah. Je ne voulais pas juste avoir des chefs d'État qui disent plus jamais ça. Je voulais essayer d'avoir des témoignages directs. Et par l'intermédiaire d'une amie que je vais citer, qui s'appelle Danielle Tabor, qui a été longtemps l'une des correspondantes de Radio France en Israël et qui travaillait à la radio Call Israël, elle m'a dit, mais tu devrais aller voir, il y a une dame française formidable qui s'appelle Berthe et qui est à l'accueil. Donc, muni de ces quelques renseignements, j'ai fait mon boulot de journaliste enquêteur et j'ai rencontré assez facilement Berthe en réalité. C'était pas très compliqué à la trouver, la dame française de l'accueil, à droite en entrant. Et je l'ai interviewée à la cafétéria de Yad Vashem. Le reportage est passé sur France Inter. Et 2 jours après, j'avais un email d'une éditrice de Stock à Paris qui me dit « J'ai entendu cette histoire, c'est une histoire formidable, cette dame a l'air formidable. Est-ce qu'elle veut écrire le livre de sa vie? Est-ce que vous voulez être sa plume ?» J'ai dit bah, « Je vais l'appeler. » Et là, Berthe m'a dit non.
Et donc je vais vous laisser raconter la suite, Berthe. J'ai l'habitude de... à Yad Vashem, je donne aussi, je ne suis pas seulement à l'accueil, mais je donne des témoignages à des groupes. Et pour moi, raconter, c'était voir les groupes en face de moi, voir les gens en face, voir leurs réactions dans leurs yeux, voir si j'arrivais à leur transmettre mon émotion. Et pour moi, un livre, c'était quelque chose de virtuel. C'est quelque chose... c'est du papier. Et avoir une réaction d'un morceau de papier, pour moi, c'était impossible à imaginer. Mais Frédéric et Pamela, qui est l'éditrice à Stock, ont réussi à me dire, parce que je leur ai dit, mon histoire tiendra sur un timbre-poste. Ils ont dit, bon, on prend le risque. Bon, ils ont pris. Et voilà, on en est ici. Voilà, et c'est là que notre duo s'est formé. Et accessoirement, nous avons commencé le travail de récit pile au moment où nous étions donc en séquère, en confinement. Donc c'est vrai que c'était une période assez particulière puisque Berthe n'allait plus à Yad Vashem. C'était quand même difficile de se rendre visite les uns les autres, hein, vous vous souvenez, c'était bien avant le vaccin, etc. Et donc nous avons passé une grosse année où je voyais Berthe à peu près 2 heures par semaine pour recueillir son témoignage que j'ai ensuite mis en forme. Et voilà. Et depuis on fait une grande tournée mondiale, tous les deux. J'ai le livre, j'ai mon exemplaire en main. Malheureusement, Myriam de la librairie du foyer ne pouvait pas être là ce soir, mais je voulais laisser sur le pupitre une feuille. Vous pouvez inscrire, si vous voulez, à l'issue de la rencontre, vos coordonnées. Et Myriam de la librairie Tel Aviv vous contactera quand le livre est arrivé. Donc voilà, le timbre-poste. Berthe, en combien de pages le timbre-poste 170. Oui, 158. C'est un gros timbre-poste. Il faut beaucoup de salive. Berthe, quand vous avez 9 ans, 1941, vous devez quitter Lyon et vos parents pour aller vous cacher dans un village de Savoie, avec en poche rien d'autre qu'un faux certificat de baptême qu'un ami de votre père, un curé, rédigé en hâte. Vous trouverez refuge dans une ferme tenue par une femme, Madame Massona. Alors au début j'ai écrit Marie Massona, mais je vais respecter votre livre et la manière dont vous l'appelez, donc Madame Massona, qui vous a protégé tout au long de la guerre. J'ai lu le livre hier et il y a énormément de pudeur dans votre récit, et la description du jour qui change votre vie à jamais et qui va définir qui vous serez désormais tient en quelques lignes que je vais vous lire si vous permettez. Alors je retrouve mes marques. Un jour d'hiver de l'année 41, ma mère prépara donc une valise avec mes vêtements et m'annonça que le lendemain, un de leurs amis m'accompagnerait dans un village chez des paysans catholiques. J'avais 9 ans et demi. Comme d'habitude, ma mère ne m'expliqua rien de plus. Et comme d'habitude, je n'ai rien demandé, au point que ma valise fut bouclée sans y mettre mon cher baigneur. Voilà. Donc c'est... Frédéric, vous avez écrit cette phrase et on comprend en fait que toute la pudeur du récit, donc j'aimerais bien qu'on parle de Madame Massona, qui a joué un rôle central dans votre vie, pas seulement parce qu'elle l'a sauvée pendant la guerre, mais tout au long de votre vie, comme on l'apprend dans le livre. Votre biographie, c'est, j'ai l'impression, avant tout un hommage à Madame Massona, et en vous lisant et en vous rencontrant, on voit que vous êtes une femme libre, indépendante, forte, et que vous avez eu autour de vous beaucoup de personnages féminins, votre mère, votre grand-mère, qui vous ont sûrement forgé, mais j'imagine aussi que Madame Massona, qui est une fermière savoyarde, qui était à milieu, j'imagine, de vous, et que la vie n'aurait jamais mis sur votre chemin si la guerre n'en avait pas décidé autrement, elle a aussi façonné qui vous êtes devenu.
Et vous écrivez même, enfin Frédéric écrit même, et vous dites dans le livre, elle est Madame Massona, la rencontre la plus importante de ma vie. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'elle et de la relation que vous avez entretenue avec elle et toute sa famille, pas seulement pendant la guerre, mais jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à ce jour. Oui, et comment, voilà, nous parler un peu de ça, et peut-être Frédéric, comment vous vous êtes emparé de ce personnage auquel il faut laisser toute la place dans une autobiographie? Je l'ai appelée Madame Massona. Je ne l'ai jamais appelée tante ou quoi, ou mari même. Je l'ai toujours appelée Madame Massona. Mais j'ai toujours senti chez elle beaucoup de tendresse. Et bon, je raconte dans le livre que mes parents étaient très occupés à beaucoup de choses, mais pas tellement à s'occuper de moi. Ce qui fait qu'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, qui m'écoute, qui me parle, c'était déjà un changement. Mais en plus, c'était une très simple paysanne, mais finalement, elle a eu une présence d'esprit tellement rapide et tellement extraordinaire qui a fait que ma mère et moi qui étions, enfin, comme je raconte dans le livre, qui étions dans la maison, elle nous a permis d'échapper à la Gestapo. Et pour moi, si je suis ici, si j'ai une famille, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, c'est grâce à elle. Et je lui dois ma vie. Alors pour moi, ce livre était surtout un hommage à Madame Massona. Bon, je raconte aussi mon histoire, mais c'est surtout pour lui dire merci. Elle est décédée dans les années 70. Maintenant, nous en sommes à la 5e génération. Mais personne, même mes petits-enfants, connaissent l'histoire. Alors pour moi, ce livre, c'est un hommage à Madame Massona. Un hommage à une juste et aussi à beaucoup de justes en France. Lorsque je suis arrivée dans le pays en 56, j'entendais autour de moi « Oh, les Français sont des antisémites ». Alors pour moi, le fait de raconter ce que Madame Massona a fait et par là de parler de tous les autres. Il y a énormément d'enfants qui ont été sauvés grâce à beaucoup de simples gens, beaucoup de paysans. Très souvent, les enfants étaient cachés à la campagne. Et c'est ainsi qu'ils ont pu être sauvés. Et c'était important pour moi de dire que il y a eu d'antisémitisme, mais il y a eu des gens formidables. Et c'était, je crois, une des principales raisons pour moi d'écrire ce livre. D'accepter que le livre soit écrit. Bah, c'est vrai qu'il y a deux héroïnes dans ce livre. Il y a Berthe, qui est la narratrice, et il y a Madame Massona. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de Berthe comme d'une femme libre et indépendante, etc. Et c'est vrai que
finalement, dans ce livre, on a beaucoup de figures féminines qui sont présentes. La grand-mère de Berthe, une dame polonaise qui parlait yiddish, qui avait fait le voyage, je crois, à 50 ou 60 ans passés pour venir en France s'occuper de sa petite fille parce que les parents de Berthe travaillaient beaucoup. C'est une femme très importante aussi, votre grand-mère Berthe. Ensuite, alors Berthe a eu 2 garçons qui sont ici en Israël, hein, Pierre et Uri. Mais c'est vrai que Berthe a une façon très, très particulière de parler de ses petites filles que j'ai rencontrées au fil des mois. Et l'une de ces petites filles, qui s'appelle Nahama, me disait « Mais oui, bien sûr, Bernard et Roland Massona, c'est ma famille. Bernard et Roland, c'est les petits-enfants de Madame Massona, qui sont donc en Provence et en Savoie. Et ben, il y a une jeune femme israélienne de Galilée qui dit « C'est ma famille ». Et je continue sur l'importance des personnages féminins dans ce récit. Berthe parle à un moment d'une rencontre très émouvante avec Simone Veil, autre grande figure féminine, et qui en plus a multiplié les grandes expériences, l'expérience de la Shoah, l'expérience d'être ministre, la légalisation de l'avortement, la construction européenne, etc. Donc c'est encore une figure féminine très forte, mais c'est vrai que Madame Massona, c'est l'autre personnage du roman, parce que oui, c'était une paysanne catholique qui a aidé la fille de juifs communistes. Et à l'époque, en réalité, le patriotisme ou l'ouverture d'esprit n'avait plus de couleur politique et plus de religion. Il y a eu des salauds de droite et des salauds de gauche, et il y a eu des héros de droite et des héros de gauche, et puis des gens qui n'avaient pas d'idées, puis des gens qui ne croyaient pas en Dieu, puis des gens qui y croyaient beaucoup. La France était déjà une mosaïque à l'époque, et effectivement, il n'y avait pas peut-être plus dissemblant que Madame Massona et la famille de Berthe. La famille de Berthe, c'était des gens de la ville, de Lyon. Madame Massona, Berthe le raconte, n'est jamais allée plus loin peut-être que Lyon. Voilà. C'est vrai que c'est dans les difficultés que les caractères se révèlent, qu'on voit vraiment ce que les gens ont dans le cœur et dans le ventre. Et Madame Massona, c'est une personnalité extraordinaire, qui moi m'a beaucoup touché. Et que je trouve, pour terminer, que je trouve très moderne. Parce qu'effectivement, Berthe raconte que ses parents ne parlaient pas beaucoup, ne lui donnaient pas la parole à table, mais bon, c'était les années 30, c'était pareil. Hein. C'était pareil dans à peu près toutes les familles. Moi, quand on me raconte comment ça se passait dans les familles paysannes françaises ou ouvrières françaises, c'était comme ça, les enfants, on ne parle pas à table. Et ben non, Madame Massona, elle était vachement moderne en fait. Oui, et d'ailleurs, elle est encore là avec nous, puisqu'en 97, elle est devenue juste parmi les nations. Vous êtes toujours en relation avec la famille, jusqu'à aujourd'hui. Continuelle. Frédéric me disait avant la rencontre qu'une allée des Justes va être inaugurée à Monsal, dans leur village. Donc, ce qui est formidable pour quelqu'un qui n'a jamais dépassé Lyon et encore moins pris l'avion jusqu'à Jérusalem, c'est qu'elle est parmi nous grâce à vous. En fait, vous la faites vivre en racontant votre histoire, en témoignant. Donc, c'est ça qui est formidable. Je continue sur la Libération. Vous rentrez à Lyon, vos parents viennent vous chercher et vous les retrouvez. Et il y a un moment très très poignant dans le livre où, encore une fois, avec beaucoup de pudeur, vous racontez comment petit à petit, vous vous rendez compte que votre famille proche, donc vos tantes, vos 3 tantes, ont été déportées, comment vos parents arrêtent de les attendre. Et il y a une petite phrase, je me dis même, qui est terrible dans sa simplicité, que je vous lis. Des semaines durant, mes parents retournaient régulièrement à la gare de Perrache, où arrivaient les convois qui rapatriaient les rescapés des camps de la mort, des pauvres gens martyrisés et complètement déboussolés. Je ne les accompagnais pas et ils ne me racontaient rien de cette vaine attente, mais un jour, ils cessèrent de se rendre à la gare. J'aimerais vous poser une question à tous les deux. D'abord, vous, Berthe, et ensuite vous, Frédéric, dans la façon que vous avez eu de l'appréhender dans l'écriture, un peu plus en amont dans la phrase, je relis, vous dites « Il ne me racontait rien de cette vaine attente », et c'est un leitmotiv qui revient assez souvent dans le livre, surtout quand vous racontez votre enfance, donc avant le départ en Israël. Vous évoquez souvent ce que, pour aller très vite, j'appellerais un manque de communication de vos parents face aux événements, face à la guerre, un manque d'explication.
Frédéric le dit, autre temps, autre mœurs, effectivement, les enfants des années 30 n'étaient pas éduqués comme on l'est aujourd'hui, mais je me permets de vous poser la question, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup, non seulement dans votre récit, mais aussi dans beaucoup de récits d'enfants rescapés de la Shoah. Est-ce que ces silences, ces non-dits, qui vous, à contrario, dans votre métier aujourd'hui à Yad Vashem et dans la décision d'écrire ce livre, vous ont poussé à parler, à témoigner? Oui, mais il est important, le témoignage est important, et surtout le témoignage direct est extrêmement important. D'abord, les enfants, raconter aux enfants, raconter aux enfants dans les écoles, raconter aux jeunes. À Yad Vashem, l'armée vient chaque semaine, des groupes de l'armée viennent, ils font la visite du musée et il y a des témoignages pour des groupes de visiteurs, de touristes qui apprennent ainsi exactement ce qui s'est passé. Ils font d'abord la visite du musée et ensuite des personnes comme moi qui sont des survivants donnent des témoignages. Et je pense que le fait d'avoir un témoignage direct de quelqu'un qui raconte lui-même ce qu'il a passé a beaucoup d'importance. Ce n'est pas des on-dit, mais pouvoir dire j'ai vu, j'ai senti, j'ai eu peur, raconter la peur. Je pense que pour tous ceux qui ont été cachés, la peur est une chose qui a pris beaucoup de temps, peut-être, pour que ça passe. On avait la peur ici et ici. La peur que quelqu'un nous découvre. La peur de la personne qu'on allait rencontrer. La peur de ce qui risque de passer. À l'époque, on était des enfants, on ne savait pas, on ne connaissait pas Auschwitz, on ne savait pas. Mais pour nous, c'était aller en prison, être mis en prison. Parce que ça, on savait. On savait le danger, c'était être mis en prison. Et ça fait peur. Et la peur a été, je crois, la chose la plus terrifiante durant toute cette période. Ce qu'il fallait, c'est vivre à côté de la peur. Essayer de vivre comme les autres, normalement, parce que j'ai vécu dans ce village comme les autres enfants. Je devais, je dirais pas disparaître parmi les autres enfants du village, mais me conduire exactement comme les autres. J'allais à l'église, j'allais au catéchisme, je jouais avec les autres, même quand j'avais peur. C'est pour ça que je dis que nous n'étions pas des enfants. On n'a pas eu le temps d'être des enfants. Il a fallu que très très jeune, on ait suffisamment de maturité pour prendre sur nous-mêmes la responsabilité de nous-mêmes. Et je crois que c'était ça qui était le plus important.
savoir que à chaque instant, on est maître de soi-même. Figurativement, regarder à droite et à gauche, c'est-à-dire être sensible à ce qui se passe autour. Je raconte comment les Allemands sont venus dans ce village rechercher des familles juives qui avaient été cachées à Aix-les-Bains, qui est à 10 km du Mont-Sel, qui sont venus se cacher dans cet hôtel. Et au bout de quelques semaines, les Allemands sont venus les chercher. Ça a été un choc de voir que des gens qui ont été cachés, tout de suite, on vient, ils savent, ils apprennent. Alors, c'est la peur que quelqu'un les a informés, quelqu'un sait, quelqu'un peut le dire. Et c'était ça, savoir être conscient de l'entourage. Bon, je savais que dans la famille Massonat, je n'avais pas à avoir peur, mais en principe, il n'y avait que Madame Massonat qui savait que j'étais juive. Les enfants, en principe, ne le savaient pas. Mais Madame Massonat n'a jamais soulevé ce problème. Elle n'a jamais dit un mot qui pouvait faire penser aux enfants ou à des personnes qui venaient que je n'étais pas catholique comme les autres enfants. Ce qui fait que tout l'entourage, on était conscient de tout l'entourage qu'il y avait. Je faisais confiance à Madame Massonat, mais je n'étais peut-être pas toujours très sûre d'autres personnes. Alors, il fallait continuellement être sur le qui-vive. Et ce que vous racontez bien dans le livre, c'est que, évidemment, cette vigilance et cette peur, elle ne s'arrête pas à la Libération. Quand vous rentrez à Lyon, vous racontez que vous aviez des Là, camarades... c'est la détente. Oui, c'est la détente, mais même des camarades de classe qui étaient juives, vous ne communiquiez pas, vous ne racontiez pas votre histoire, ce que vous aviez vécu. Vous restiez dans un silence, et je pense aussi peut-être encore dans une certaine angoisse de ce qui était arrivé, de ce qui pouvait arriver. J'avais 12 ans, on m'a inscrit au collège, Place Morel, à Lyon. Mais je n'ai jamais dit à aucune autre élève que je suis juive. J'avais tellement pris l'habitude de cacher que j'ai caché. Je ne sais pas comment les autres élèves l'auraient reçu, mais il y avait une élève qui était juive, et à elle, je l'ai dit. Elle avait perdu ses parents, elle vivait avec sa sœur, qui était beaucoup plus âgée, qui était mariée. Et j'étais un peu son reposoir. Elle se plaignait parce que sa sœur l'utilisait comme bonne. Elle lui faisait faire tous les travaux de la maison. Et elle aussi ne racontait pas aux autres élèves. Mais on s'est tout de suite senti en confiance l'une l'autre. Tout à fait par hasard, on a découvert qu'on était juifs. Et c'est la raison pour laquelle elle a parlé avec moi et moi j'ai parlé avec elle. Mais avec les autres élèves, personne ne savait que j'étais juive. Mon nom de famille était plus français que beaucoup de Français, que beaucoup de non-français.
la troisième personne du pluriel du verbe avoir. Quoi de plus français que elles ont. Ce qui fait que personne ne pouvait même imaginer que j'étais juive. Enfin, du moins, j'ai pensé. J'ai jamais essayé de savoir. Mais la question ne s'est jamais posée. Mais je n'en parlais pas. Bon, il y avait la famille qui devait rebâtir tout ce que j'avais perdu et recommencer à vivre. Et justement, après la guerre, vous racontez que vos parents qui étaient donc communistes, vous avez inscrit dans les mouvements de jeunesse, ou vous étiez dans les mouvements de jeunesse juifs de Lyon. Et en 1951, vous rencontrez l'homme qui va devenir votre mari, Ben Sion. Et là, j'ai trouvé ça, ça m'a surpris en fait dans le livre, parce qu'autant j'ai entendu parler de jeunes Français qui sont partis en Israël après la guerre parce qu'ils étaient dans des mouvements de jeunesse, mais vous avez rencontré en fait un Israélien à Lyon qui est d'origine yéménite. Vous dites dans le livre que vos parents ont très bien réagi à votre fiancé, mais j'aimerais peut-être que vous nous racontiez votre arrivée en Israël et à Jérusalem en 1956, cette nouvelle vie, cette nouvelle famille en fait qui va vous accueillir là-bas, et aussi vous parlez de l'après-guerre à Lyon, ces années-là où vous vivez aussi dans le silence. Est-ce qu'il vous a fallu ce déracinement complet, cet arrachement, cette rupture avec votre famille, avec le pays où vous êtes né, où vous avez grandi, et pour arrêter d'être une enfant cachée et vous libérer un peu de cette angoisse? Oui, je dois dire que, bon, quand mon mari a dit que quand il a terminé ses études, qu'il retourne en Israël, alors que mon père lui proposait de rentrer dans l'affaire qu'il avait créée, moi j'ai tout de suite dit je pars. Je dois dire que peut-être c'était aussi pour m'éloigner peut-être un peu, voir un petit peu quelque chose d'autre. Mais quand je suis arrivée en Israël, je pense que je suis tombée amoureuse d'Israël. C'était tellement différent de la vie que j'avais en France. Tout était nouveau. Les maisons, les gens, la langue, ils n'en parlent pas. Je ne parlais pas hébreu. Mais je crois que ce changement absolument 180 degrés était quelque chose peut-être que j'avais recherché, quelque chose d'autre. Quand finalement, à l'agence juive, j'ai eu un appartement, mon premier appartement, 45 mètres carrés, à Kiryat-Yovel. Je me suis retrouvée avec d'autres nouveaux immigrants qui venaient de pays anglo-saxons, la plupart, d'Argentine. Il y avait une famille qui venait de Tunisie. Mais tout le monde vivait de la même façon. Tout le monde avait le même appartement, 45 mètres carrés. Et tout le monde, personne ne cherchait à briller, personne ne cherchait, on n'avait pas de frigidaire, on n'avait pas de gaz. On a commencé avec pratiquement rien, mais personne n'avait. Et le fait de sentir qu'on était tous égaux, on était tous sur un même niveau. On n'avait pas besoin de fermer les portes à clés.
Quand on avait besoin de quelque chose, on tapait à la porte du voisin. Il y avait des voisins qui rentraient directement, même sans taper à la porte. Et il y avait un seul téléphone sur 4 bâtiments. Chez quelqu'un qui était en charge de Pôle Israël pour les États-Unis. Alors, quand on avait besoin d'un téléphone, on allait chez lui. Et il était aussi le seul à avoir une voiture. Et quand on avait besoin, il voiturait. Ce qui fait que cette façon de se sentir un parmi, pour moi, c'était un changement énorme, mais j'ai aimé ce fait que, voilà, tu as ce que tu as et c'est tout. Et tu fais avec ce que tu as. J'ai pas cherché, personne ne cherchait à devenir riche, personne ne cherchait à avoir quelque chose de plus que les autres. Bon, je dois dire que au bout de 2 ans, j'ai quand même, on a fait installer le gaz. Et je crois que mon premier frigidaire, il a fallu quelques années. Comment on faisait? Il y avait un voiturier avec un cheval qui passait. En été, il vendait des morceaux de glace que vous mettiez dans la glacière. Et en hiver, il vendait le pétrole pour le réchaud à pétrole. Et on se retrouvait, toutes les femmes, on ne travaillait pas à l'époque, on se retrouvait toutes les femmes à l'attendre et à être là à acheter. Ce qui fait que, pour moi, cette vie, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Il est vrai que j'avais été élevée par des parents communistes. Pour moi, ça, c'était le communisme à son maximum. Alors que, bon, on n'était déjà plus communistes. En 1952, mon père a renvoyé sa carte quand il y a eu les procès des Juifs à Moscou, il a renvoyé sa carte. Mais ce fait d'être tout le monde sur un même niveau, pour moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. Malheureusement, les choses ont changé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Elles n'ont pas toujours changé pour le mieux. Bon, on est passé dans un appartement plus grand. On a finalement acheté un jour une voiture. Un frigidaire aussi, bien sûr. Bon, la vie vous transporte quelquefois là où vous ne pensiez pas aller, mais voilà. Mais Israël est quand même toujours là. Et justement, dans le livre, c'est vraiment des très belles pages, la description que vous faites de Jérusalem à votre arrivée. C'est des pages qui sont vraiment empreintes de nostalgie, qui sont très émouvantes, qui m'ont rappelé certains auteurs israéliens qui décrivent aussi Jérusalem à cette même époque. J'ai une question peut-être un peu plus pour Frédéric cette fois, c'est que c'est plus qu'un récit sur votre enfance ou sur l'enfance que vous n'avez pas eue, c'est vraiment l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle qu'on raconte là. C'est vrai qu'en ouvrant le livre, en voyant la couverture, je pensais que c'était vraiment quelque chose qui se concentrait sur l'histoire de votre enfance, mais en fait pas du tout, et c'est ça qui est fantastique. Et parce qu'on commence en 1910 avec la naissance de votre père en Pologne, on finit pendant le confinement, et donc il y a toute une vie par Onze et par vous qui se déroule. Et j'imagine, Frédéric, que c'est ça qui vous a fasciné dans l'histoire de Berthe, et c'est pour ça que parmi tant d'autres témoignages, c'est peut-être celui-là que vous avez eu envie de mettre par écrit. Et vous dites à un moment, Berthe du récit, c'est à Lyon, c'est après la guerre. Vous
vous avez une très belle phrase, vous dites « Notre priorité était de vivre heureux ». C'est une petite phrase, mais c'est vrai qu'elle dit peut-être tout, et c'est vrai que dans cette vie qui a été émaillée de guerre, de drame, de tragédie, mais aussi beaucoup de bonheur, votre récit est extrêmement lumineux, il y a beaucoup de lumière qui entre, il y a beaucoup de bonheur, et je me demandais, Frédéric, si c'est le fil rouge que vous avez suivi dans l'écriture et dans l'écoute de Berthe. Alors oui, d'abord, faire raconter sa vie à Berthe, c'est faire raconter, comme vous l'avez dit, une histoire qui commence en 1910 et qui se poursuit aujourd'hui en 2022. Moi, j'ai fait des études d'histoire à la fac, je suis journaliste, donc forcément, je suis au cœur de mon métier. Raconter des histoires vraies, mais raconter l'histoire également. Et c'est vrai qu'avec Berthe, pour ceux qui ont vu le film, Berthe, c'est un peu Forrest Gump, vous savez, elle est toujours au bon endroit, au bon moment et à la bonne époque. Et même quand Berthe nous raconte les choses difficiles, c'est dans le regard de Berthe. C'est pas un manuel de sciences politiques, c'est pas un livre d'historien, hein, je prétends pas du tout faire un travail d'historien, je suis plutôt journaliste, où je vais recueillir sa parole et contextualiser certaines choses, rappeler des dates, rappeler qui sont telle ou telle personne, mais voilà. Et je crois que c'est au début du livre, je parle d'un voyage. Et c'est vrai qu'en parlant avec Berthe, encore une fois, souvenons-nous, hein, on est en plein confinement, donc on est obligé de faire ça dans son salon. On ne peut même pas aller dans un café ou dans un parc, voilà. Et ben, même en étant dans un appartement comme ça, sur un canapé, j'ai voyagé. Je me suis fait raconter la Pologne du début du XXe siècle. Je me suis fait raconter la France ouvrière des années 30. La campagne dans les années 40, Israël des années 50, 60, 70 et jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, tout en étant assis dans mon fauteuil, j'ai voyagé. Et je peux même vous faire une confidence qui m'a été faite par mon chef à Paris, mon directeur, qui est donc journaliste, qui m'a dit qu'il a presque appris plus de choses en lisant à partir des années 50, parce que l'histoire de la Shoah et des enfants cachés est heureusement aujourd'hui assez documentée, assez connue, mais des témoignages comme ça sur le jeune État d'Israël et la façon dont on vivait au quotidien, mon chef, qui est un journaliste qui a beaucoup voyagé, m'a dit « ça, on ne l'avait jamais raconté ». Et c'est vrai que oui, ce livre, pour moi, ça a été un voyage. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est même dans des petites phrases, à un moment, vous parlez de mai 68, vous racontez que votre père, vos parents se sont installés en fait en Israël après que votre père, ses ouvriers se soient mis en grève pendant mai 68. Donc en fait, à tout moment dans le récit, il y a la grande histoire qui rentre dans la petite. Moi, Frédéric, tu parles d'Israël dans les années 50. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, je trouvais vraiment des pages formidables dans le livre, c'est l'après-guerre en fait, l'immédiate après-guerre à Londres, et comment vous reconstruisez votre vie, comment vos parents se reconstruisent, et en fait toute cette période qui est assez mal connue parce que c'est une période de silence en fait pour beaucoup de juifs d'après-guerre qui sont des survivants, c'est des périodes de non-dit. Mais si je peux ajouter, ce qui m'a beaucoup surpris, j'imagine que des Israéliens et des Juifs le savent, mais moi je ne savais pas que la Shoah et a fortiori les enfants cachés, c'était quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup en Israël, ici dans les années 50. Moi j'étais assez étonné, je me disais, ce pays né quelques années après la Shoah va forcément en parler beaucoup. Et Berthe m'a expliqué, m'a raconté que non, on n'en parlait pas si facilement. Les morts étaient morts et paix à leur âme, mais voilà, il fallait aussi peut-être construire un pays dans des conditions difficiles, avec des ennemis autour, mais j'étais vraiment surpris de voir que le discours des rescapés et a fortiori des enfants cachés, c'est arrivé beaucoup plus tard. Oui, quand je suis arrivée dans le pays, quand je disais que j'avais survécu, que j'étais une enfant cachée, on me regardait, l'atmosphère était, si elle a survécu, elle a probablement fait quelque chose de pas bien. Les seules personnes qui avaient le droit de parler étaient ceux du ghetto de Varsovie et les rescapés des camps.
Et les enfants qui ont survécu, c'est seulement dans les années 90, ça a commencé à New York, où il y a eu un premier congrès. Ensuite, en 93, on a créé une organisation qui s'appelle Alumim, des enfants qui ont été cachés en France. Parce que on a tout d'un coup senti que on avait le droit de parler, le droit de dire. Pendant toutes ces années, personne ne nous reconnaissait. On était, bon, voilà, on était arrivé en Israël. Ce qui s'était passé avant, c'était autre chose. Et bon, entre-temps, le président Chirac a également reconnu les enfants cachés, avec la possibilité de toucher une certaine somme, la claims également, ce qui fait que nous avons été reconnus. Mais il a fallu attendre les années 90, c'est-à-dire pendant presque 50 ans. Pendant presque 50 ans, on était les invisibles. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelques mots sur Alumim, donc justement ce réseau d'enfants cachés français en Israël, quelles sont ces missions? Je sais qu'il y a beaucoup de rôles de témoignages vers le public scolaire, mais aussi un rôle médico-social. C'est un réseau d'entraide et de témoignages, Alumim? Oui, je pense peut-être parmi vous, il y a ici des membres d'Alumim. C'est une organisation à Jérusalem, à Tel Aviv. Il y avait des groupes à Haïfa. Tout au début, on avait dépassé plus de 1000 membres. Hélas, au cours des années, comme nous n'étions déjà plus tellement jeunes, beaucoup nous ont quittés. Mais cette organisation, d'abord, la France et la Claims a reconnu cette organisation. Elle nous permet d'aider des gens qui ont des besoins de santé, d'aide. Et cette organisation, le bureau central, en principe était à Jérusalem, mais c'est surtout à Tel Aviv que les choses se font. Mais nous avons des groupes, on appelle ça des groupes de parole. On se retrouve une fois par mois et on parle. Parce qu'on considère qu'il n'y a qu'un enfant caché qui peut comprendre vraiment un autre enfant caché. On est tous restés avec quelque chose de un peu tourmenté. Il y a quelque chose qui est resté. C'est les années pendant la guerre nous ont marqués. Et bien, et nous étions à un âge où cette marque est restée. Alors, cette organisation nous permet de nous retrouver et d'avoir un contact entre nous. Et c'est très important. On a une brochure qui paraissait 4 fois par an. Hélas, au cours des années, le nombre des membres a beaucoup diminué, l'argent également, ce qui fait qu'on en est arrivé à 3 journaux par an. Je crains qu'on arrive à
à deux, mais c'est un journal qui nous permet de garder le contact entre les membres. Si quelqu'un ici est intéressé à trouver, il y a ici un groupe également à Tel Aviv. On a ce groupe à Jérusalem, avec plaisir. On est là pour aider des personnes qui ont des besoins. Et aider et témoigner, donc je vais vous poser la dernière question avant de prendre peut-être quelques questions du public. Berthe, hors Covid, vous êtes 6 heures par jour, 6 jours par semaine à Yad Vashem, donc dans le bureau à droite si j'ai bien compris. J'imagine, et vous égrenez leur nom à la fin du livre, que vous avez accepté d'écrire ce livre en pensant à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants, mais aussi à tous les autres enfants aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre travail à Yad Vashem, puisque vous y travaillez depuis 1995, et peut-être justement sur la dimension de témoignage, est-ce que vous, en 20-25 ans, vous voyez que les choses changent dans la façon dont peut-être le plus jeune public appréhende Yad Vashem et, j'ai pas envie de dire découvre, mais en tout cas entre à Yad Vashem depuis 25 ans? Yad Vashem, il y a un département d'éducation à Yad Vashem. En principe, tous les élèves passent un jour par Yad Vashem, où ils apprennent les bases de la Shoah. En traversant le musée, ils apprennent. Mais le fait de leur donner des témoignages, c'est ça. C'est leur faire sentir ce n'est pas l'histoire en général, c'est l'histoire en particulier. Et c'est très important. Très important de parler aux enfants et aux petits-enfants. Ce passage des écoles à Yad Vashem est extrêmement important. Ça n'a commencé qu'il y a un certain nombre d'années. Pendant très longtemps, les enfants n'avaient aucune idée de ce qu'était la Shoah. Il a fallu attendre, je suppose, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'années, où ont commencé les voyages à Auschwitz. Mais ce contact avec des survivants, c'est un contact beaucoup plus personnel. Et c'est aussi très important. Et Frédéric, peut-être le mot de la fin avant les questions du public, justement, quand on lit le livre, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'en fait, il peut être mis entre toutes les mains, à savoir quelqu'un qui connaît très très bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, de la naissance de l'État d'Israël, mais aussi bien avec un enfant, un lycéen ou un collégien. Donc, est-ce que vous avez écrit cette autobiographie vraiment dans le but qu'elle puisse être lue autant par un public scolaire que par des adultes qui connaissent déjà bien l'histoire? Complètement. Moi, mes 3 premiers lectrices ont été mon épouse, donc une adulte, et mes enfants, donc des ados. Et c'est vrai que, évidemment, quand on écrit ce genre de livre, on pense aux plus jeunes, on pense aux enfants qui ont 10-15 ans, qui ont encore le privilège de pouvoir rencontrer des témoins directs comme Berthe, c'est le cas de mes enfants qui ont pu la rencontrer, mais je pense à tous les enfants, tous les enfants du monde, entre guillemets. Je pense que c'est très important, et c'est vrai que ce livre, c'est l'histoire, en fait c'est l'histoire d'abord d'une petite fille qui vient de fêter ses 90 ans, mais c'est l'histoire d'une petite fille, et je pense que l'histoire d'une petite fille, d'une jeune fille qui vit ça, évidemment ça va parler d'abord aux jeunes gens de son âge, avec aussi des réflexions de jeunes, c'est-à-dire ma fille m'a dit tu te rends compte Berthe? Alors je dis bah oui Berthe,
Elle n'avait pas de smartphone. Bon. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'une fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas de smartphone dans les années 40, on peut parler de tout le reste. Et ce que je trouve moi très bien, enfin c'est pas ici que je vais expliquer qu'il faut aller à Yad Vashem évidemment, mais parce que vous y êtes déjà tous allés, j'en suis sûr, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que Yad Vashem, par les conférences avec des gens comme Berthe, par la publication des livres comme on a écrit, nous met au contact de témoignages directs, humains, terre à terre. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est toute la partie pédagogique qui nous explique comment on en est arrivé là, d'où c'est parti, que la Shoah a été pensée et exécutée dans ce qui était sans doute le pays le plus moderne du monde, l'Allemagne, le plus cultivé, le plus instruit, et que donc malheureusement, sans doute un des plus riches, même s'il y avait eu la crise, etc. La Shoah, ça s'est pas fait dans un pays arriéré, déboussolé, etc., etc. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que même dans les pays les plus aboutis, il y a toujours des fanatiques sanguinaires qui sont capables de mettre ça en route, et qu'au final, qui va en payer? Les petites filles, les petits garçons, les familles, etc., etc. Il ne faut jamais dissocier, et c'est le bouquin La petite histoire de la grande histoire, je pense. Merci. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Oui. Vous voulez un micro? Je crois que chacun son micro, hein, une voix assez forte. Ah non, mais ça va. Si vous ne l'entendez pas, vous me le dites. D'abord, je voudrais dire à Berthe que Kola Kavod, Si vous parlez plus fort, c'est pas assez fort. Ah, j'ai surestimé. Vous avez sous-estimé l'oreille de Berthe. Surestimé l'oreille de Berthe. je m'excuse, mais je suis un peu dure d'oreille. J'aimerais donc d'abord dire Kola Kavod, Berthe, pour votre témoignage et pour votre livre, qui est très important pour les générations suivantes. Chaque être humain a son histoire, ses sentiments, ses drames et ses joies, et ceux des enfants cachés sont particulièrement tristes. Donc, bravo pour votre courage d'avoir écrit ce livre. J'aimerais juste faire une remarque concernant les enfants cachés en Israël, au début de la création de l'État d'Israël, et le silence autour d'eux. J'aimerais que l'on comprenne, il y a ici un malentendu. Résumons, en 1948 est créé l'État d'Israël, avec de grandes difficultés, un miracle de survie aussi. Car il manquait de peu que l'État d'Israël n'existe pas. Arrive d'un coup un flot de réfugiés. Des milliers, des centaines de milliers arrivent en Israël entre 48, 49, 50, jusqu'en 56, 56, les Juifs d'Afrique du Nord également. Moi, je suis arrivé ici en 49. Bon, pourquoi ne parle-t-on pas des enfants cachés? C'est très simple. Imaginez-vous un instant, arrivent des réfugiés de la Shoah, qui ne parlent pas, des survivants de la Shoah, qui ne disent pas un mot, un silence total. Comment voulez-vous que les enfants cachés, on en parle d'eux? Puisque les parents ne disaient pas un mot, mes parents ne m'ont rien raconté, et je sais autour de moi, tous les enfants cachés n'ont rien su de leurs parents. Ils ne savaient pas, c'est pas qu'ils ne voulaient pas. Non, ils ne pouvaient pas parce que c'était trop douloureux. Parce que leur but à eux était de se reconstruire une famille, un métier. Et reparler du passé, c'était épouvantable. Ce n'était pas n'importe quel passé quand même. Donc, ce silence n'est pas voulu. Les circonstances ont fait qu'il y avait ce silence autour. N'oubliez pas, ce n'est qu'à partir de 61 du procès Eichmann qu'enfin on a commencé à parler de la Shoah. Ils sont venus témoigner des survivants de la Shoah. Donc c'est très tard tout ça. Et le gouvernement israélien de l'époque, je m'excuse, ne voulait pas en parler. Ils avaient un seul souci, construire l'État d'Israël dans tous les sens. La société, la construction, il n'y avait rien en Israël en 1948. Donc il fallait se reconstruire. Et c'est vrai, bon, alors les enfants étaient peut-être moins importants que les parents qui ont suivi, mais ce n'est pas grave, puisque tout ça a été rattrapé avec les années. Aujourd'hui, on sait l'histoire des enfants cachés, ce n'est plus un secret. Et il y a suffisamment de témoignages, et ce n'est jamais trop tard de témoigner, il ne faut pas regarder ça de manière trop pessimiste. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. En effet, c'est jamais trop tard pour témoigner. Absolument. Absolument. Mais il ne faut pas accuser l'époque qui était comme ça. Et surtout, je crois que les personnes qui arrivaient à cette époque, ils voulaient oublier ce qui s'était passé et construire une nouvelle vie. Exactement. Mais comment les Israéliens, moi j'ai parlé de la réaction des Israéliens, des jeunes Israéliens, j'ai pas parlé de la réaction
des personnes qui arrivaient. Parce que j'ai épousé un Israélien et j'étais en contact avec des Israéliens. Et ça, c'était les réactions des Israéliens. Pas des gens, pas des gens qui sont venus de À l'extérieur. l'école, aucun enfant ne racontait quoi que ce soit concernant notre passé. Nous étions tous des enfants cachés et pas un seul parlait du passé. On parlait des études, de ce qu'on devait faire et des jeux qu'on jouait, la construction de l'État d'Israël, des kibbutzim. C'était ça la conversation. Personne ne savait de l'autre. Moi j'avais un ami, il ne savait rien de moi, moi je ne savais rien de lui. Je crois que c'est justement très bien expliqué dans le livre, et d'ailleurs il y a un chapitre entier qui s'appelle sur le procès de Eichmann, où vous expliquez tout à fait ça. Donc, Il a fallu le procès d'Eichmann pour qu'on connaisse. monsieur, je vous laisse là. Alors à mon tour, Bonjour. je voudrais vous féliciter pour votre Vous pouvez témoignage. vous approcher, j'entends pas du tout. À Rapprochez-vous votre du micro. tour, je voudrais vous féliciter pour votre témoignage, très important, parce que chaque histoire d'enfant caché est différente. Chaque histoire est une histoire personnelle. Et dans le problème que vous citez, d'ailleurs à juste titre, du silence des enfants cachés, Boris Cyrulnik, il explique ça très bien. Et il dit que les parents traumatisés, même ceux qui n'ont pas été déportés, traumatisés par tout ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre, n'ont pas voulu porter ce poids aux enfants. Et les enfants qui voulaient savoir, ils se sont dit, mais ils n'en parlent pas, je ne vais pas les embêter avec ça, et les ennuyer encore, leur rappeler les mauvais souvenirs. Et toute cette histoire a été très très difficile, et je vous rejoins effectivement, ce n'est qu'en 91, à la première réunion d'enfants cachés à New York, où j'ai participé, que ce mouvement des enfants cachés s'est développé, et on a pris conscience qu'il fallait sortir de notre cachette et parler. Jusqu'à là, on n'avait pas ce conscience de cela. Et si je peux encore faire une petite parenthèse, moi j'avais 5 ans au moment de la guerre, donc en 1943, quand on a dû quitter la maison, j'ai eu le grand bonheur de retrouver mes parents, mon frère et ma soeur. Donc je me considérais quand même comme un privilégié. Et tout le temps qui a suivi, jusqu'aux années 86, je n'ai pas parlé, personne n'a parlé avec moi, et je n'ai pas parlé non plus de tout ce que j'avais passé, puisque j'avais été caché quand même dans 3 endroits différents, et que, même au point que quand mon père est venu me rechercher dans le dernier endroit, mon père qui est un homme un peu corpulent, il avait les cheveux noirs, il avait 37 ans, il vient nous rechercher, mon frère et moi nous étions ensemble, et introduit dans le bureau du directeur, on nous dit votre père est là. Ah oui, on a un père, c'est vrai, on ne se rappelait même plus, il est tout petit, oublié, hein, oublié la famille, oublié tout. Moi j'avais 5 ans, j'avais 6 ans et demi à la libération. Alors les parents c'était plus difficile. Et donc, on les a introduits dans le bureau du directeur, et je dis à mon frère, tu le reconnais? Il me dit non. Moi non plus. Il avait maigri, il avait les cheveux tout gris, il flottait dans ses vêtements. On ne le reconnaissait plus, c'était plus le même homme. Et donc, en un an et demi, un peu plus qu'un an et demi, on avait perdu cette image de parents. On n'était plus sûr de les retrouver, on vivait où on nous avait amenés, comme on pouvait, là où on était. Il fallait survivre, c'est tout. Mais on le faisait inconsciemment, c'est là. Et donc, quand il s'est approché de nous et qu'il a dit « Ah, venez ici, je vais vous prendre dans les bras hein. », on s'est reculé, on a dit « Bonjour monsieur ». Les larmes lui coulaient le long du visage parce qu'il ne comprenait pas. Et quand on est parti avec lui, sur le chemin de la gare, parce qu'on était obligé de partir avec lui, on marchait 2 pas derrière lui, prêt à nous enfuir si on voyait quelque chose qui n'était pas normal. Et ce n'est que quand il nous a appelés par nos noms yiddish, « Devez-vous la vrumel ?» Nous avons dit ça, c'est notre père, parce que personne ne connaissait. Ces noms sont connus de personne. Et donc, comme vous dites, en 91, on a été à New York, et moi j'ai eu l'occasion de fonder, puisque je suis belge, l'association des... Enfin, je suis un des grands fondateurs de l'association des enfants cachés en Belgique, et j'y ai exercé mes activités pendant 26 ans. Je suis encore toujours vice-président d'honneur, et toujours en contact. Et je dois dire que c'est une chose magnifique qu'on a pu faire, d'obtenir, comme vous avez dit, pour les enfants une reconnaissance
une pension, en Belgique, les frais médicaux gratuits, le transport gratuit. On a obtenu beaucoup de choses, mais ça a été un long combat. Et pour revenir à l'histoire des enfants cachés, de 44, fin 44 jusqu'à 86, je n'ai jamais pensé aux enfants où j'étais caché, rien. Et en 86, mon épouse lit dans un petit journal de la communauté belge, Juif de Belgique, un article qu'un ancien instituteur du château de Jarmogne, où j'avais donc été caché en dernier lieu, cherche à retrouver des enfants cachés. Bon. Moi, je dis, écoute, vieille histoire, hein. Et mon épouse me dit, non, c'est pas une vieille histoire. Appelle-le. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose de ta jeunesse que tu ne connais pas de ton enfance. Et donc, je l'écoute. Effectivement, je téléphone à ses yeux. Et il me dit, bonjour, comment t'appelles-tu? Moi, je lui donne mon prénom, et mon prénom, David Ilavlatsky. Alors il me dit, non, ton nom de guerre. Je dis Daniel Merckx. Ça se passe en 86. Hein. Et il me dit, Daniel Merckx. Ah oui, je me souviens. Et tu avais même un frère Albert. Et là, je suis resté estomaqué parce que 40 et des ans après, quelqu'un se rappelle de votre nom, de votre prénom. C'est fantastique. Donc il y a eu un lien entre ces sauveurs et les enfants. Il y a eu ce que vous racontez vous-même avec Madame Massona, oui, pardon. C'est exactement ce sentiment est resté. Et nous avons tout fait pour faire des reconnaissances donc, et tout ça. Mais je ne veux pas empiéter sur votre histoire. J'ai déjà suffisamment parlé comme ça. Vous passez le micro à madame. J'ai été une enfant cachée, comme je l'ai dit tout à l'heure à Berne. J'étais jeune, j'avais 5 ans quand j'ai été cachée parce que je suis restée à Paris. Je suis née à Paris de parents venus de Pologne, donc j'ai un peu ce suivi-là. Je voudrais quand même préciser quelque chose. Ma mère a été déportée, elle est revenue. Et pourquoi ils n'en parlaient pas? Parce qu'on ne les croyait pas. On ne croyait absolument pas ce qu'ils racontaient, et les gens de leur famille, pas l'extérieur, les proches, disaient tu exagères, tu racontes n'importe quoi, tu exagères, tu dis n'importe quoi. J'ai entendu ça. T'as entendu, hein? Bon, j'ai entendu ça. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on n'en parlait pas, que les enfants n'en parlaient pas. Moi j'ai tout lu après la guerre parce que ma mère, elle achetait tous les livres, comme elle ne pouvait pas en parler à personne, sauf à d'autres déportés. Et, alors on s'arrête de parler. Eh ben, oui, elle ne parlait pas, elle ne nous racontait pas à nous, hein. C'était pas, on ne pouvait pas la croire, puisque j'ai lu tous les livres, par contre, des déportés revenus, ceux qui avaient écrit et comment ça s'était passé. Et je dois dire que depuis, tout ce qui concerne la Shoah, je ne peux plus. J'en ai trop entendu parler. C'était trop difficile à imaginer. Par contre, comme j'étais une petite enfant, une enfant jeune, j'ai pas eu une peur énorme de la guerre. Il ne m'est pas resté de la crainte. Hein. J'étais petite, les gens chez qui nous étions cachés, j'ai 2 sœurs aînées, une qui aurait ton âge d'ailleurs, mais qui est décédée aussi. Et elles n'en parlaient pas non plus parce qu'on ne parlait pas de ça, c'était carrément interdit. Mais je suis allée avec ma mère à plusieurs reprises lui donner l'aider quelque peu, parce qu'elle travaillait chez un entrepreneur comme finisseuse. Elle avait en couture. Et elle m'avait obligée d'aller avec elle quand je n'allais pas à l'école, hein, parce que j'allais au lycée aussi. Et quand elle était chez des entrepreneurs juifs qui avaient été déportés aussi, ils en parlaient entre eux. Hein.
Ils en parlaient beaucoup, mais entre eux. Ils Donc j'ai tout entendu. Mais à l'extérieur, on n'en parlait pas. Pas du tout. Absolument pas. Et ça a quand même changé. Maintenant, on diffuse. Oui, et... absolument. Non, mais je voulais seulement Ouais, donner mais c'est l'explication pourquoi ils n'en parlaient pas. Hein. Oui, non, mais c'est très intéressant. C'était impossible. Mais ce qui est important, moi je trouve aussi dans les témoignages, c'est que à partir des années, alors je sais pas si c'est... Je sais pas à partir de quand les témoignages sont devenus massifs, mais c'est aussi ça qui a permis à un moment... Les années 90. Voilà, les années Tout à 90. fait, le procès Eichmann. Comme Voilà, entre les années 60 et 90, sur une trentaine d'années, c'est ça aussi qui a permis de clouer le bec à ceux qui disaient, des négationnistes, mais non, ça n'arrivait pas. Mais ce n'est pas les négationnistes, ils n'en parlaient pas. Qui voulait qui en parle? C'est pas les négationnistes. Oui, mais à partir du moment où les gens se sont mis à en parler, ça a permis de clouer le bec à ceux qui disaient... Ben, ils disaient rien, hein, les autres. Ils disaient quelque chose, ils ne disaient pas puisqu'on ne pouvait pas en parler. Il n'y avait pas avec qui en parler. Donc, non, après, ça a été la révélation, d'accord. Les négationnistes, ils étaient étonnés, puis ils peuvent même en entendant Berthe ou n'importe qui dire oui, non, c'est pas vrai, ils exagèrent. On a entendu comment il s'appelait là, le Lyonnais Forisson. Forisson, bon, ça n'empêche pas ça. Mais c'est quand même la on va oui, qui a été oui, absolument. Et Berthe en parle dans le... On va prendre la dernière question, monsieur, si vous pouvez passer le micro. Merci. Bonsoir, moi je suis lyonnais et savoyard. Donc j'aurais aimé, si vous pouvez rappeler le nom du village où vous étiez chez Le madame. Moncel. Le Moncel. Le Moncel. Ah d'accord. Au pied du Revard. D'accord, Massif du Revard, très bien. Et quand vous étiez chez madame Massona, vous vous appeliez comment? Massona? Non, j'ai pas changé de nom. Berthe, elles ont. Toujours elles ont. D'accord. Bah, écoutez, je vous ai dit, quoi de plus français qu'elles ont? Oui, d'accord, mais c'était pour savoir quoi. Personne, j'aurais été Jabotinsky, ça aurait été quelque chose. Ouais. Tchernovsky. Ou Cohen. Mais elles n'avaient aucune consonance juive. Oui, bien sûr. Absolument. D'ailleurs, je se raconte dans le livre, quand j'étais à l'école primaire, en 40, bon, même dans la classe, personne n'a jamais supposé que j'étais juive. Et la maîtresse a dit un jour, on a la guerre à cause des juifs. Mais personne ne s'est tourné vers moi parce que personne ne pensait que j'étais juive. Bon, moi j'ai pris ça personnellement, mais personne ne savait que j'étais juive et le nom et le nom n'avaient pas aucune consonance juive. Non, mais il y en a à qui on changeait le nom. Il y en a, beaucoup ont changé de nom, Ouais, mais parce que c'était des noms qui avaient, le nom en lui-même avait déjà une consonance étrangère, polonaise. Oui, moi, donc, on habite également à Lyon, et j'ai une collègue, enfin j'avais une collègue, parce que je ne travaille plus, qui s'appelle de Lyon. J'ai une collègue à Lyon, parce qu'on est de Lyon également, qui s'appelle Martine Massona. Est-ce que ça serait de la même famille? Oui. Mais je ne connaissais pas votre histoire. Et Non. Et c'est pour, Bon, pour savoir s'il y a de la famille Massona. Oui, mais après, il y a encore d'autres Massona, voilà, je suppose. C'est peut-être de la même Bon, famille. comme des Voilà. Dupont et des Dubois. C'est moins répandu quand même, Massona. Mais écoutez, moi j'ai la mienne. Oui, voilà, c'est ça. Elle est là. Oui, ça va pas. Jusqu'à ce jour. J'attends ma 10e arrière-petite-fille. Moi, j'y suis pour rien, hein. C'est pas moi qui l'ai faite. Non, c'est-à-dire si, je l'ai fait au début. Vous avez fait le grand-père. Mais je pense que c'est grâce à elle que
j'ai ce plaisir, j'ai cette joie de voir mes arrière-petits-enfants, de voir mes enfants. Bon, ma vie n'a pas été un long champ de roses et de... J'ai perdu mon premier petit-fils. Il a été tué à Ramallah il y a 20 ans. J'ai perdu mes fils, s'étaient mariés avec 2 jeunes femmes absolument formidables que j'aimais comme des filles. Je les ai perdues toutes les 2. Le cancer les cancers ont pris, mais les ont pris. Mais j'ai appris à vaincre, à surmonter. Je pense que c'est ça, j'ai appris à surmonter la peur, à surmonter les douleurs et à lutter pour continuer à vivre. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être venus. Je vous rappelle que vous pouvez écrire vos coordonnées pour recevoir des informations quand le livre... Allez-y, pardon, je n'ai pas vu. Vous êtes très long. Bon, écoutez, d'abord, je vous remercie pour ce témoignage qui est absolument extraordinaire, très touchant. Vous avez beaucoup parlé de la peur que vous aviez, qui vous tenait et qui continue à vous tenir dans les tripes. Oui. Et moi, je voulais savoir si cette peur-là, qui se transforme probablement en angoisse, est-ce que vous l'avez transmis à vos enfants et à vos petits-enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé à travers les générations? Non, je ne pense pas. Vous parlez d'angoisse. On a tous, jusqu'à présent, des angoisses. On a l'angoisse du corona, on a l'angoisse de l'Iran, on a l'angoisse de la vie dans tous les jours. Mais j'ai vaincu la peur. Vous ne l'avez pas transmise. Consciemment ou inconsciemment. Écoutez, j'ai décidé que, voilà, il faut, je veux vivre. Et pour pouvoir vivre, il faut laisser quelque chose derrière soi. Si je peux... C'est la peur que j'ai laissée. Juste pour ajouter, pour avoir fait la connaissance successivement des fils de Berthe et de tous ses petits-enfants au fil des mois, je peux vous dire qu'elle leur a transmis beaucoup de force, beaucoup de sympathie. C'est une famille super sympa, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est des gens ouverts sur le monde, ouverts sur les autres, voilà. Moi je trouve que c'est, vous savez, on dit toujours un patriarche, mais là on a une matriarche, et je trouve qu'elle leur a transmis énormément de pêche et de dynamisme. Non mais sûrement, mais il y a quelque chose toujours qui passe, inconsciemment, il y a quelque chose qui passe à travers les silences, il y a quelque chose qui passe. Cette question... Je crois que je leur ai passé ma volonté. Voilà, très bien. Écoutez, j'ai fêté mes 90 ans maintenant et j'ai pas l'intention d'arrêter. Je continue à aller à Yad Vashem parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter. Parce que le fait d'aller travailler, ça me donne la possibilité, ça me donne suffisamment de force pour continuer à... Parce que l'année où je suis restée en prison à la maison à cause du corona, je dis que c'était une prison. 4 murs, des tableaux, et tout. Mais c'était une prison. Et le fait d'aller et de faire
et de rencontrer des gens et de faire quelque chose, c'est parce que je veux continuer maximum. J'ai pas l'intention d'arrêter. Bon, peut-être on me prendra directement de Yad Vashem, là où je suis. J'ai déjà acheté ma place de toute façon. Mais j'ai transmis, je crois, surtout ma rage de vivre. C'est pas une force de caractère, c'est une rage de vivre. Madame Berthe, vous êtes un bel exemple de résilience. On peut vous écouter, on peut vous suivre, croyez-moi. Oui. Merci.